Merci. Donc, je disais donc que mon sujet porte sur le management public et les paradoxes organisationnels, cas de la réforme de l'administration publique du Sénégal. Alors, ma présentation comporte 6 articulations. D'abord, je présenterai l'importance et l'actualité de mon sujet, la problématique, l'objectif de recherche, la méthodologie, les résultats obtenus, les recommandations managériales, enfin les apports, limites et perspectives de cette recherche. Alors, pour l'importance et l'actualité du sujet, le Sénégal, à l'instar des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a adopté le paradigme de la nouvelle gestion publique pour répondre aux besoins, au plan institutionnel, aux besoins de modernisation du secteur public, mais également au plan organisationnel, aux exigences de la performance. C'est donc un processus de mise en place d'une administration axée sur les résultats de développement qui est consacré par le budget en mode programme. Cette logique de résultat exige des changements à différents niveaux. Niveau culturel, organisationnel, structurel, managérial, entre autres. Or, on sait que les contextes de changement sont souvent propices à l'intensification des tensions et à l'amplification des paradoxes organisationnels. C'est justement là que réside toute l'actualité, parce que cela pose les enjeux et défis managériaux propres à la dynamique de transformation et de réforme du secteur public. Alors, quelle est notre problématique? Notre question centrale de recherche est comment se manifestent et se régulent les tensions paradoxales qui traversent le mouvement de réforme de l'administration publique sénégalaise. Pour mieux approcher le sujet, nous avons décliné cette question centrale en questions spécifiques, 3 questions spécifiques. La première, quels sont les types de paradoxes que cristallise le déploiement du dispositif de gestion qui promeut un pilotage par les indicateurs et une logique de résultat? Deuxième question spécifique, comment ces paradoxes sont-ils gérés? Et troisième question, quels dispositifs managériaux mettre en place pour accroître le potentiel créatif des paradoxes? Notre objectif de recherche, c'est d'analyser les tensions paradoxales et les questions managériales qu'elles soulèvent au sein d'une administration publique en transformation. Alors du coup, quel est notre modèle d'analyse? Il faut rappeler que notre revue de littérature nous a permis de faire le point sur les concepts et leur mise en relation. C'est justement dans cette revue de littérature que nous avons tiré notre cadre d'analyse. Donc, nous avons mobilisé la théorie de l'approche paradoxale des organisations comme modèle conceptuel pour identifier et analyser la dynamique de changement associée au mouvement de réforme de l'administration publique sénégalaise. Et 2 outils ont été utilisés, que nous avons tirés de notre littérature. C'est la typologie des paradoxes de Smith et Lewis et la grille d'identification des pratiques organisationnelles paradoxales de Perret et Josserand. Méthodologie, la posture d'abord, partant de la nature de la question centrale de la logique, qui est le comment. Nous nous sommes positionnés en obéissant à une logique de compréhension des pratiques managériales à partir des attitudes et des comportements des différents acteurs. Donc, notre recherche s'inscrit dans un paradigme épistémologique interprétativiste basé sur un raisonnement inductif, abductif plutôt. C'est justement pour cerner le sens que les catégories d'acteurs donnent au phénomène que nous nous proposons d'analyser. L'approche méthodologique, nous avons adopté une approche de nature qualitative par étude de cas. Donc, une recherche exploratoire à visée compréhensive. La méthode de collecte de nos données, d'abord la revue documentaire, mais ensuite nous avons conduit des entretiens semi-directifs à partir d'une grille, avec une taille d'échantillon composée de 11 individus. Évidemment, au départ, nous ne présumions pas de la volumétrie, en tout cas de la taille, mais en partant du principe de la saturation théorique, nous avons arrêté nos entretiens à partir du 11e entretien. Il faut dire que la taille de l'échantillon, en tout cas la cible de l'échantillon, ce sont les principaux acteurs de la réforme de l'administration publique. Ce sont les coordonnateurs des programmes, les responsables de programmes métiers et les responsables de programmes support, qui sont des fonctions qui ont émergé avec la loi organique relative aux lois de finances. Donc nous avons mis le focus sur ces 3 acteurs principaux pour en tout cas nos entretiens. Tous les entretiens ont fait l'objet d'un enregistrement. Par la suite, nous avons retranscrit ces données et nous avons procédé à un codage. Évidemment, un codage à 2 niveaux. D'abord, un codage automatique et ensuite un codage manuel.
Le codage automatique, ça nous a permis, parce que notre protocole d'exploitation consiste en une analyse lexicale exploratoire et en une analyse de contenu thématique. Donc nous avons appliqué le codage automatique au niveau de l'analyse lexicale et le codage manuel pour l'analyse de contenu thématique. Toutes ces données ont fait l'objet d'un traitement via l'outil Sphinx. Alors, quel résultat de ce travail? Le premier niveau, c'est avec l'analyse lexicale, qui est une analyse sémantique statistique, qui a permis, via ce traitement automatisé, de fouiller, d'avoir globalement une idée du contenu sémantique du corpus. Ceci a été visualisé par des nuages de mots. On avait différentes catégories, on avait des noms, des verbes, des adjectifs, des expressions. Voici donc deux exemples de nuages de mots avec des mots justement dont le calcul a été fait sur la fréquence d'apparition de ces mots. Ceci nous permettait juste d'explorer globalement notre corpus. Donc cette exploration des mots et expressions utilisés a permis de repérer dès le départ des thèmes. Un thème axé sur les paradoxes et un autre thème axé sur les modalités de gestion de ces contradictions. Mais il faut dire que c'est une approche synthétique de contenu du corpus qui ne permet pas de conduire des analyses approfondies et détaillées. Raison pour laquelle nous avons fait recours justement à l'analyse de contenu thématique pour aller un peu plus dans le détail. Alors, quels sont les résultats que cette analyse de contenu thématique nous a donnés? Cela confirme que les acteurs que nous avons interrogés sont confrontés à différentes dualités. Des dualités qu'on retrouve dans des paradoxes. Et justement, on s'est rendu compte que ces paradoxes, cette catégorie générique que nous avions trouvée dans la littérature, ces mêmes paradoxes, on les trouve en tout cas dans le verbatim des acteurs interrogés. Nous avons les différents acteurs, les 11 individus, composés essentiellement, comme je l'ai dit tantôt, de coordonnateurs de programme, de responsables de programme métier et de responsables de programme support. Donc, les 4 catégories génériques de paradoxes ont été retrouvées. Par exemple, pour le paradoxe d'organisation, on a des dualités autonomie, contrôle, différenciation, intégration, habilitation, discipline, concurrence, complémentarité, etc. Si nous prenons le paradoxe d'apprentissage également, on a des bipolarités comme exploitation, exploration, innovation, conservation, comme du reste pour les paradoxes d'appartenance également, on a des bipolarités, individu versus collectif, parfois politique versus administratif, stratégie versus opérationnelle, etc. Autant de dualités justement que l'on retrouve dans ces paradoxes. Et on se rend compte que le paradoxe le plus présent, c'est le paradoxe d'organisation. Simplement, les responsables de programme sont dans une position où ils sont entre deux. Ils ont souvent à articuler ou en tout cas à gérer des demandes contradictoires. Donc globalement, ce premier résultat répond à notre première question spécifique. C'était d'identifier les paradoxes justement au niveau de la réforme de l'administration. Deuxième niveau de résultat concerne plus maintenant les réponses apportées à ces paradoxes. Comment ces paradoxes ont été gérés? Cela répond justement à notre deuxième sous-question de recherche. Là également, nous avons les acteurs, les différents acteurs, avec les modes de traitement managérial qui ont été mobilisés. On voit que globalement, c'est en tout cas des pratiques de différenciation, d'ajustement, de stratification, d'oscillation et d'enfermement. Et on se rend compte que l'enfermement est moins présent. Cela veut dire que de façon générale, les acteurs réagissent en développant des stratégies actives, mais pas des stratégies défensives. Ils essaient autant que faire se peut d'articuler les pôles contradictoires plutôt que de les opposer. Donc, des solutions multiples de prise en charge des tensions organisationnelles ont été identifiées. Ça répond donc à notre deuxième question de recherche. Alors, ce qui est important à noter, c'est qu'on a noté une absence de corrélation significative entre les réponses apportées et les acteurs confrontés à des situations de tension, à leur appartenance à une catégorie d'emploi. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'on est coordonnateur de programme qu'on réagit de la même façon en termes de solutions à mobiliser. Donc, on n'a pas senti un peu de corrélation significative. Donc, les réponses données par les acteurs ne dépendent pas de leur catégorie d'emploi, mais sont calées plutôt sur la nature de la tension qu'il faut régler. C'est important, c'est en tout cas un résultat intéressant parce que ça montre qu'en fait, les gens ne réagissent pas par rapport à leur catégorie d'emploi, mais ils réagissent par rapport à la tension qui se pose, à la contradiction à laquelle ils doivent apporter des réponses.
Au-delà de ces résultats, nous avions une troisième question spécifique, parce qu'il faut le rappeler, le paradoxe a un potentiel perturbateur comme il a un potentiel créatif. Notre troisième question, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser le potentiel créatif des paradoxes. C'est pourquoi les recommandations adressent cette troisième sous-question ou bien cette troisième question spécifique. Il faut rappeler qu'au Sénégal, au-delà du cadre juridique qui a été mis en place pour engager cette réforme, il y avait aussi un cadre institutionnel, un arrangement institutionnel. Il y avait un comité de pilotage, d'accompagnement de cette réforme avec un secrétariat permanent. Il y avait aussi des comités techniques. Donc ces recommandations s'adressent essentiellement à ces entités du cadre institutionnel. La première recommandation, c'est d'assimiler les tensions paradoxales à des dialectiques complémentaires. Cela veut dire qu'on doit changer la perception qu'on a du paradoxe. Non pas que c'est des choses qui sont contradictoires, opposées, mais que c'est des choses qui sont interdépendantes, qu'il va falloir gérer ensemble en les articulant. Donc cette recommandation est adressée à l'unité de coordination des réformes budgétaires, qui est le secrétariat permanent du comité de pilotage qui encadre ce processus de réforme au niveau du Sénégal. Et nous avons dégagé des axes d'intervention. Que doit faire cette unité de coordination? C'est de mettre en place une plateforme de diffusion et de promotion de l'approche d'une pensée paradoxale. Sensibiliser, communiquer pour que les gens changent un peu leur façon de percevoir la notion de paradoxe pour percevoir ça de façon plus positive en faisant un véritable levier de changement. Deuxième recommandation, c'est conforter le modèle de management bâti sur un équilibre dynamique entre les pôles antagonistes. Cette recommandation est en tout cas confiée au comité technique, à un des comités techniques qui est spécialisé dans l'adaptation organisationnelle et fonctionnelle des départements ministériels, mais avec l'appui bien sûr de l'unité de coordination des réformes budgétaires et financières. Là, l'axe d'intervention, c'est d'élaborer une stratégie de conduite du changement pour accompagner cette réforme d'envergure. Troisième recommandation, c'est d'adopter des comportements et des pratiques ambidextres. Donc l'ambidextrie est souvent convoquée comme étant une solution à la gestion de ces paradoxes. Donc si les acteurs ont des comportements ambidextres, ça peut permettre justement de valoriser ce potentiel, en tout cas, du paradoxe. Et cette recommandation est adressée directement aux acteurs, les coordonnateurs des programmes, les responsables de programmes métiers et les responsables de programmes super. Axe d'intervention, il doit faire un effort de conciliation et d'articulation des pôles opposés. Cinquième recommandation, instituer des mécanismes formels d'échange pour soutenir des espaces de discussion autour des paradoxes. Cette recommandation, en tout cas, doit être prise en charge par les ministres eux-mêmes. En quoi faisant? En mettant en place dans chaque département ministériel un dispositif de dialogue de gestion fonctionnel. C'est ce qui permettra justement de lutter contre les cloisonnements organisationnels que nous connaissons, mais également de contourner les barrières hiérarchiques, parce que dans nos administrations, les barrières hiérarchiques posent beaucoup de problèmes. Alors que quand on crée un dispositif de dialogue de gestion, on contourne ces barrières hiérarchiques et on décloisonne, en tout cas les administrations. Ça permettra de trouver ensemble des solutions. La dernière recommandation, c'est de renforcer les compétences des acteurs de la réforme. C'est l'unité de coordination des réformes budgétaires, justement, qui coordonne, qui doit élaborer et déployer un plan de formation couplé à l'organisation de voyages d'études pour apprendre les expériences des autres. Donc, voilà en gros les recommandations que nous avons formulées à l'issue de ce travail. Évidemment, pour ne pas que ces recommandations restent des vœux pieux, nous avons essayé justement de prioriser ces recommandations en utilisant la matrice d'Eisenhower, avec important, non important, urgent, non urgent, avec des croisements. On s'est rendu compte que la recommandation numéro 3 et numéro 4 sont des recommandations qui sont à la fois urgentes et importantes, donc à faire impérativement. Les recommandations 1, 2 et 5 sont des recommandations non urgentes mais importantes, donc qui peuvent se faire dans la durée, qui sont donc à planifier. Et au-delà justement de cette matrice de priorisation, nous avons essayé aussi de voir, d'évaluer la faisabilité de ces différentes recommandations à partir d'un certain nombre de critères financiers, techniques, organisationnels et le soutien des acteurs. De ce point de vue, justement, cette matrice de faisabilité nous montre un peu la facilité de mise en œuvre de ces différentes recommandations. Et il est arrivé que justement que les recommandations 3 et 4 ne posent pas beaucoup de problèmes. Ça ne pose pas de problème financier, ça ne pose pas de problème technique, ça ne pose pas de problème organisationnel. Peut-être c'est le soutien des acteurs qu'il va falloir mobiliser. Donc cette recommandation peut être effectivement, impérativement déroulée. C'est la même chose pour la recommandation numéro 4. Par contre, les recommandations 1,
2 et 5 sont des recommandations qui exigent la mobilisation de ressources financières. Donc, il faut prendre du temps, il faut les planifier, le temps que l'unité de coordination mobilise les ressources pour pouvoir élaborer une stratégie de conduite du changement à la déployer, élaborer un plan de renforcement de capacité, mais également mettre en plateforme la plateforme de diffusion pour que les gens changent leur perception, en tout cas, de la notion de paradoxe. Et enfin, quels sont les apports, limites et perspectives de notre travail? Pour les apports, au plan théorique, ça nous a permis de contribuer à la théorisation de la compréhension des changements observables dans les organisations en mouvement. En général, dans les organisations en mouvement, le processus de changement est toujours difficile. Quand on sait toutes les questions reliées à la résistance du changement, donc c'est important d'adresser ces questions. Au plan méthodologique, analyser la dynamique des organisations sous le prisme de l'approche paradoxale a été très pertinente, parce que ça permet justement de bien voir le changement induit par le déploiement du mode de gestion en budget-programme. Au plan managérial, notre étude a permis justement de donner des indications sur le besoin de transformation en profondeur de la manière de penser, mais également des modes d'action des acteurs. Donc, l'étude aide les managers à mieux composer avec leur réalité paradoxale. Quelles sont les limites? Absence de travaux spécifiques sur les paradoxes du mouvement de réforme de l'administration publique au Sénégal. Nous n'avons pas trouvé un travail spécifique sur, en tout cas, les paradoxes qui traversent la réforme de l'administration publique au Sénégal. Deuxième limite, c'est que nous avons traité nos données à partir d'un processus de codage, alors que le codage tend à gommer certaines spécificités du contexte étudié. C'est une des limites de notre travail, nous le reconnaissons. Et troisième limite, c'est la robustesse des résultats, parce que la taille de l'échantillon est limitée. En perspective, il faut envisager peut-être une étude plus large sur différents cas pratiques à comparer peut-être au niveau de la sous-région. Parce que le Sénégal est en train de déployer un dispositif qui relève d'une directive communautaire à l'image des pays de la sous-région. Il serait intéressant de faire une étude, en tout cas en comparant des cas de figure dans la sous-région pour peut-être mieux, en tout cas, valider ce travail. Et une autre perspective, c'est qu'en fait, en parlant de la gestion des paradoxes, on a été beaucoup plus dans la description des stratégies de prise en charge. Mais on n'est pas allé au fond sur les mécanismes concrets, opérationnels qu'il va falloir mobiliser pour s'inscrire dans la voie de la gestion paradoxale. Donc c'est un chantier, en tout cas, de recherche qui s'ouvre pour, comment dire, approfondir ce travail et donner plus d'éléments sur la gestion paradoxale qui constitue une des préoccupations des managers qui sont dans des structures en mouvement ou bien en transformation. Je vous remercie, mesdames et messieurs les jurys, de votre aimable attention.